Pete Sampras, un joueur de tennis perfectionniste qui a atteint la perfection. Il possède un service redoutable. Il passe à l'attaque et anéantit ses adversaires. Pete Sampras est le meilleur joueur de tennis de son époque. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que je suis le meilleur joueur de tous les temps. C'est inutile. Mais malgré tout son talent, seule une dégringolade soudaine et un retour prodigieux le rendront populaire auprès des amateurs de tennis. Il a si longtemps fait paraître facile une discipline difficile, les gens ne pouvaient pas comprendre. Le public et les médias le considéraient comme un champion ennuyeux. Ils n'ont commencé à l'apprécier qu'à la toute fin de sa carrière. Dès l'âge de 7 ans, alors qu'il prend une raquette de tennis pour la première fois et tout au cours de sa prodigieuse carrière, Pete Sampras aborde le tennis avec détermination. L'histoire de Pete Sampras est d'une grande simplicité. Il a décidé de devenir le meilleur joueur de tennis au monde et pendant 15 ou 17 ans, il a tout fait pour y arriver. La fiche de Sampras est phénoménale. Le plus grand nombre de semaines au premier rang, le plus grand nombre de victoires en Grand Chelem, le total de prix le plus élevé, 43 millions de dollars, et tout cela grâce à son talent et à sa concentration. Lorsqu'il jouait bien, l'issue était évidente. Et lorsqu'il jouait mal, il avait l'incroyable capacité de se dire « ça ne va pas comme je voudrais, voyons voir ce que je peux faire pour renverser la vapeur ». Vêtements blancs, précision technique et contrôle des émotions, Sampras semble tout droit sorti d'une époque révolue. Il jouait avec ferveur, tout en étant impassible. On peut parler d'une ferveur impassible. Il était mû par une grande fougue intérieure. Il a fait son entrée alors que l'ère McEnroe tirait à sa fin et son arrivée a été très révélatrice. On en était venu à oublier que le tennis devait se jouer de cette façon. Pour les amateurs de tennis habitués aux pitreries de John McEnroe et de Jimmy Connors, Sampras peut sembler trop impassible et trop professionnel. Mais pour Sampras, l'important est de faire ses preuves en jouant et pas autrement. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été fidèle à moi-même. Je n'ai pas essayé de faire taire ceux qui me qualifiaient d'ennuyeux en me rasant le crâne ou en faisant des pitreries. Je suis resté fidèle à moi-même tout au long de ma carrière. Cependant, malgré tous ses exploits, pendant une grande partie de sa carrière, on le qualifie d'ennuyeux. Pete était ennuyeux au même titre qu'un personnage de Clint Eastwood peut l'être. Il est plutôt réservé, il n'est pas du genre à faire des flamèches et à laisser transparaître ses émotions. Ça m'a toujours embêté de voir que les critiques auraient voulu que Pete soit ce qu'il n'est pas. Son jeu parlait de lui-même. Pour reconnaître un grand joueur, il suffit de regarder son jeu. Le sien était parfait. Impossible de remettre le jeu de Sampras en question. Il remporte le tournoi de Wimbledon 7 fois en 8 ans. Il est le plus jeune champion du US Open et remporte ce tournoi à 4 reprises par la suite. Pete Sampras est de la trempe de Michael Jordan. Même ses adversaires l'admirent. Il maîtrise. Il excelle au service, à la volée et même en fond de terrain. Il sait être à son meilleur au bon moment. Cela démontre sa force de caractère. Cependant, le manque d'éclat de Sampras l'empêche de devenir un héros national. Ce rôle semble plutôt réservé au très coloré André Agassi, son éternel rival. Sur un court de tennis, Pete était une espèce de génie qui n'était pas intéressé à communiquer avec le monde extérieur autrement qu'avec sa raquette. Alors qu'André communiquait par le biais de ses vêtements, de ses cheveux, de sa raquette et de ses commentaires. Grâce au tennis, Pete Sampras est un homme riche, mais son succès se fait au prix de grands sacrifices. Il a renoncé à avoir une vie normale pour devenir numéro 1. Pete Sampras commence à faire des sacrifices à un très jeune âge. Déjà, lorsqu'il est enfant, on lui dit qu'il a l'étoffe d'une superstar. Lorsque j'ai vu Pete jouer pour la première fois, il avait 16 ans. Mon frère et moi, nous nous sommes regardés en nous disant que ce jeune avait tout un avenir devant lui s'il le désirait. Mais pour atteindre son but, Sampras doit se consacrer totalement au tennis. J'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai mis une croix sur les sorties entre amis et sur l'université. J'ai renoncé à être un adolescent normal pour plutôt être un adolescent dans un univers d'adultes. Avant lui,
je n'avais jamais rencontré un jeune de 22 ou 23 ans aussi certain de ce qu'il devait faire pour atteindre son but et réaliser ses rêves. Aucun joueur ne s'entraîne autant que Pete. Son ardeur au travail est doublée d'un incroyable talent. Il peut gagner grâce à sa vitesse, à son jeu de jambes et à ses coups, sans oublier le service le plus redoutable jamais vu. Il s'entraînait à lancer la balle toujours de la même façon lorsqu'il servait. Peu importe s'il voulait servir vers l'extérieur ou au centre, s'il voulait servir une balle coupée ou brossée, son lancer devait toujours être le même afin que son adversaire ne sache pas à quoi s'attendre. Impossible de savoir quel genre de service il vous réservait. Et quand vous arriviez à retourner son service, vous espériez qu'il manque son coup à la volée. Pendant près de 25 ans, Pete Sampras ne vit que pour le tennis. Ses amis font partie du monde du tennis, mais pas ses petites amies. Quand vient le temps de choisir entre le mariage et le tennis l'emporte toujours. J'étais prêt à sacrifier ma vie personnelle pour le tennis. Ça peut paraître un peu étroit d'esprit, mais c'est ce qu'il faut faire pour être et rester le numéro 1 mondial. Ce n'est qu'au crépuscule de sa carrière que Pete Sampras parvient à détacher une partie de son cœur du tennis et à l'offrir à l'actrice Bridget Wilson, sa future épouse. Sans elle, la carrière de Pete se serait peut-être terminée sur une note amère. Elle m'a dit que c'était à moi de décider des conditions de ma retraite. Je ne devrais pas tenir compte de ce que disait la presse. J'avais besoin de me le faire rappeler. En bout de ligne, Pete Sampras tire sa révérence à ses conditions. Quel autre joueur en fin de carrière aurait supporté pendant 2 ans de ne remporter aucun tournoi, puis aurait réussi à puiser en lui la force de remporter une dernière fois le US Open? Personne ne croyait qu'il pouvait encore remporter un tournoi d'envergure. Je crois qu'il voulait prouver aux spécialistes qu'ils avaient tort. J'ai toujours eu cette faculté que je n'arrive pas à expliquer. J'ai beau être anxieux avant un match et ne pas pouvoir manger ni dormir. Une fois la période d'échauffement terminée, lorsque je commence à servir, il se fait un déclic. Dès que je me retrouve dans le feu de l'action en situation de compétition, un déclic se produit. Pour Pete Sampras, tout ce qui importe, c'est la compétition. C'est d'arriver à tout donner sur le court. Je ne suis pas un robot. Si j'arrive à jouer de la sorte et à remporter des tournois et des matchs, c'est qu'il y a beaucoup de travail et de passion derrière mon jeu. Peu importe ce qui s'était passé dans la journée, peu importe le genre de confrontation vécue, Pete Sampras a toujours pu rentrer chez lui et se regarder dans la glace en étant fier de ce qu'il avait accompli. Mais Sampras ne serait peut-être jamais devenu une star sans l'entraîneur de tennis le plus invraisemblable qui soit. C'était une espèce de Dr. Frankenstein. Il voulait créer le joueur de tennis parfait. Il a l'air d'un enfant maigrelet comme les autres, jusqu'à ce qu'il frappe la balle. À l'approche de son 10e anniversaire, Pete Sampras provoque déjà l'admiration sur le court de tennis. Lorsque j'avais 10 ou 11 ans, j'étais une espèce d'enfant prodige. À ses côtés se trouve son père Sam, ingénieur à la Défense nationale. Lorsque Pete a 7 ans, Sam et sa femme Georgia quittent Washington, D.C. pour s'installer avec leurs 4 enfants à Rancho Palos Verdes, en Californie. Ils recherchent un climat comparable à celui de leur Grèce natale. Il ne correspondait pas aux familles typiques qui évoluent dans le milieu du tennis. Il n'était pas du genre à fréquenter un club de loisirs huppé, c'étaient des gens simples, issus de la classe moyenne. Lorsqu'il amène Pete jouer au tennis pour la première fois, Sam voit que son fils sort de l'ordinaire. Dès l'âge de 8 ans, Pete participe à des tournois et s'entraîne au club de tennis Jack Kramer. Je tenais à m'entraîner. Mes parents ne m'ont jamais forcé à le faire. Ils savaient que ça me plaisait, alors ils me soutenaient. Mais c'était très lourd financièrement pour eux, sans compter qu'ils s'occupaient beaucoup de moi. Dès l'école primaire, les aptitudes de Pete pour le tennis apparaissent évidentes. Sam Sampras sait qu'il doit trouver une personne capable de transformer son fils en champion. Mais l'homme qu'il choisit est loin d'être un entraîneur typique. Pete Fisher était un homme très intelligent. Il avait grandi à New York. Il était très calé en athlétisme et en ce qui concerne le développement d'un athlète. Il était passionné de tennis. Pete Fisher, un pédiatre possédant le QI d'un génie, n'a jamais entraîné qui que ce soit. Et bien qu'il soit tout ou plus un joueur de tennis médiocre, il se passionne pour ce sport.
J'ai toujours eu une image bien précise de ce que devait être un joueur de tennis complet. Mais jamais je n'ai pensé qu'un jour je rencontrerais un joueur avec qui j'essaierais d'atteindre ce but. Fischer est membre du club de tennis Jack Kramer. C'est à cet endroit qu'il rencontre le jeune Pete Sampras pour la première fois. J'étais en train de frapper quelques balles et il jouait sur le court voisin. Mon père lui a alors demandé s'il pouvait échanger quelques balles avec moi. Il m'a demandé si je pouvais échanger quelques balles avec Pete. J'ai accepté, puis il m'a demandé combien je prenais de l'heure. Je lui ai répondu, rien, je suis pédiatre. J'imagine que ce montant était équitable. Fischer devient le mentor de Pete et une espèce d'entrepreneur général. Il trouve les meilleurs instructeurs pour perfectionner les habiletés de Pete. D'une certaine façon, il a orchestré mon jeu. Il a trouvé plusieurs entraîneurs afin de travailler soit mon coup droit, soit mon jeu de jambes, soit mon service. C'était lui qui orchestrait tout. C'était comme le docteur Frankenstein. Il voulait créer le joueur de tennis parfait. Fischer comprend rapidement que ce petit garçon souriant a l'étoffe d'une superstar. Je me suis dit, ce garçon va remplacer Rod Laver. Il était si doué, beaucoup plus que tous les autres. Il m'a dit que j'allais remplacer Rod Laver dans le cœur des gens. Lorsqu'on a 13 ou 14 ans et qu'on entend ce genre de choses, ça entre par une oreille et ça sort par l'autre. Mais il voyait en moi quelque chose d'unique. Aux yeux de Fischer, Rod Laver, la superstar australienne des années 60, est le plus grand champion de tennis de tous les temps. À de nombreuses reprises, il montre à Pete d'anciens extraits de films et lui explique les secrets du succès de Laver, soit la supériorité technique, le contrôle des émotions et le travail acharné. J'ai eu une adolescence bien particulière. Je jouais au tennis tous les jours, 3 heures par jour. Je n'avais pas de petit ami, je ne sortais pas. Je ne suis pas allé au bal des finissants, je ne vivais que pour le tennis. Fischer prend conscience que Pete possède les aptitudes nécessaires pour devenir une star, mais pas le jeu. Pour parvenir à Il a complètement modifié ma façon de jouer. Je frappais mes revers à 2 mains, mais à l'âge de 14 ans, il m'a fait adopter le service volé et les revers à 1 main pour pouvoir remporter Wimbledon un jour. Mais l'impact immédiat sur Pete est dévastateur. Alors que l'adolescent s'efforce de perfectionner le style plus agressif du revers à 1 main, son jeu va de mal en pis. Pour être franc, au tout début, je ne donnais pas cher de sa carrière. Il n'arrivait pas à garder la balle en jeu. Il possédait un service très puissant, mais rien d'autre. Il n'arrivait plus à remporter aucun match. Au début, son revers à 1 main était catastrophique et c'était normal. Les 2 années suivantes ont été plutôt pénibles. Je ne gagnais pas souvent. J'ai alors demandé à Peter si je pouvais reprendre mon revers à 2 mains, mais il tenait à ses idées et je lui faisais confiance. Pendant 2 ans, Pete subit les affronts de la défaite. Puis, lorsqu'il arrive au lycée, la stratégie de Fischer commence à porter fruit. Pour son bien à long terme, il a modifié son jeu. Mais à court terme, ça a été la catastrophe. À l'époque, ça paraissait cinglé, mais avec le recul, on voit que c'était une idée de génie. J'ignore ce que serait devenu ma carrière si j'avais conservé mon revers à 2 mains. Au cours de la seconde année, Pete ne perd aucun set et remporte le championnat de l'État. Lorsqu'on le regardait jouer, on ne pouvait douter de son talent. Depuis l'âge de 7 ans, Pete consacre sa vie au tennis. Maintenant âgé de 16 ans, il est prêt à mettre son talent et son dévouement à l'épreuve. Vous avez beau être entouré de gens qui vous disent que vous avez du talent, éventuellement vous devez accepter de faire des sacrifices pour devenir le meilleur joueur au monde. En 1988, Pete s'inscrit en tant qu'amateur à un tournoi professionnel. Il réussit à empocher 7 000 $. Plutôt que d'ignorer cet argent, il décide de devenir professionnel sur le champ. Mais en a-t-il l'étoffe? Nous étions en présence d'un jeune homme insouciant, au large sourire. Est-ce que ce garçon allait réussir, semaine après semaine, mois après mois, année après année, à se consacrer uniquement à son jeu et à mettre une croix sur tout le reste? Pete abandonne ses études et tente sa chance sur le circuit professionnel. Malgré leur inquiétude, ses parents le soutiennent. Alors que débute son ascension au classement, rien ne va plus entre lui et Pete Fischer, l'homme qui a transformé son jeu à tout jamais. Je voulais participer au circuit professionnel, il ne voulait pas voyager. Il voulait signer un accord financier ou quelque chose du genre, et mes parents ont voulu me protéger. Les choses ont mal tourné, et nos chemins se sont séparés pendant 6 ans.
Selon moi, lorsque Pete Fisher a vu comment les choses évoluaient, il a pris son rôle d'entraîneur un peu plus au sérieux. Il s'est mis à avoir une attitude un peu plus possessive à l'égard de Pete, et ça n'a pas plu au Sampras. De là le conflit. Pete possède à la fois le talent et le désir de gagner. Mais il s'apprête à atteindre le sommet beaucoup plus rapidement qu'il ne l'espérait. Il se retrouvait sous les projecteurs, mais n'était pas prêt à affronter la célébrité. En 1990, les initiés du tennis commencent à remarquer ce jeune homme au style agressif et au service dévastateur. Après avoir remporté 2 tournois, Pete Sampras grimpe au 12e rang mondial. Toutefois, il reste inconnu du grand public. Septembre 90, le US Open. Contre toute attente, un jeune Californien de 19 ans défait les têtes de série. Il l'emporte contre Ivan Lendl en quart de finale et John McEnroe en demi-finale. Pete était trop jeune pour être pleinement conscient de ce qu'il faisait, mais il était assez mûr pour être un joueur redoutable. Tout s'est passé à merveille pour lui lors de ce tournoi. Lorsqu'arrive enfin la finale, le bruit s'est répandu. Sur le court central, Pete Sampras se retrouve face à une jeune superstar qu'il a déjà affronté à l'école primaire, celui qui deviendra son rival numéro 1, André Agassi. Sans contraste, il n'y a pas de grande rivalité. Or, il n'y a pas plus différent que Pete et André. J'aime ce que je ressens lorsque j'affronte Pete. Je suis toujours impatient de l'affronter. Balle de match. Malgré la pression engendrée par le fait de jouer à New York, un match diffusé sur toute la planète, Pete Sampras remporte le tournoi le plus important des États-Unis. Âgé de 19 ans à peine, Pete Sampras devient le plus jeune champion du US Open. Voir mon nom sur ce trophée, aux côtés de ceux de grands joueurs comme Laver, McEnroe et Connors, c'est renversant. Je n'arrive pas à croire que mon nom est sur ce trophée. Un jour, il est un jeune joueur peu connu de la Californie et le lendemain, il joue au tennis à la Maison Blanche. Après avoir remporté le US Open en 90, Pete devient vite célèbre. Il n'était pas prêt à affronter la célébrité. Il était timide et réservé, et soudainement, il se retrouvait sous les projecteurs. Il s'est trouvé projeté dans un tourbillon d'événements pendant un certain temps. Et il a eu du mal à retrouver ses repères par la suite. Après sa surprenante victoire au US Open, Sampras vit une année difficile où se côtoient la pression, les jeux décevants et les blessures embêtantes. Lorsqu'en 91, il n'arrive pas à conserver son titre, il parle ouvertement de l'immense soulagement qui l'envahit. C'est moi qui ai battu Pete en quart de finale. Et lorsque je me suis présenté à la conférence de presse et qu'on m'a dit que Pete était soulagé que le tournoi se terminait, ça m'a paru bizarre. Jimmy Connors était encore actif sur le circuit à l'époque et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la déclaration de Sampras, il a dit « Ce gars ne devrait pas jouer au tennis s'il ne peut pas supporter la pression. » Ce ne sera qu'après avoir vécu un autre cuisant revers que Sampras reprendra sa carrière en main. En 92, il perd face à Stefan Edberg en finale du US Open. Ça m'embêtait de ne pas être bouleversé d'avoir perdu, de trouver suffisant de me rendre en finale. Au début, on considérait Pete comme un joueur qui abandonnait facilement. C'est incroyable, non? Ça a transformé ma carrière. Ce n'est qu'après avoir perdu contre Edberg que j'ai enfin compris que je détestais perdre. Dès lors, Pete jure de tout faire pour devenir le meilleur. Il ne vivra que pour le tennis et n'acceptera jamais la défaite. Pete Sampras est le genre d'homme qui, lorsqu'il dit qu'il va faire quelque chose, il s'y consacre entièrement et va jusqu'au bout. Mais Sampras a besoin d'un autre élément pour atteindre son objectif. Un nouvel entraîneur, Tim Gullikson. Pete était un jeune homme timide, alors que Tim était sociable et extraverti. Il aimait s'amuser. Tim a vraiment aidé Pete à sortir de sa coquille. Dans le passé, Tim Gullikson a remporté du succès en tant que joueur de tennis, surtout en double, aux côtés de son frère jumeau Tom. Tim aide Sampras à s'endurcir mentalement et à parfaire son jeu pour réaliser son rêve, remporter Wimbledon. C'est lui qui a montré à Pete comment jouer au tennis. Les autres ont aidé Pete à développer son jeu, mais Tim lui a montré comment s'en servir.
Et en 1993, Pete y parvient enfin. Le 4 juillet, Sampras affronte Courier en finale et devient champion de Wimbledon. Il remportera ce titre à 7 reprises en 8 ans. J'ai parfois l'impression que j'étais destiné à jouer au tennis, que j'étais destiné à remporter Wimbledon. Son style de jeu convient parfaitement à Wimbledon. Il a été sans conteste le meilleur chez les hommes à Wimbledon. Sampras a beau remporter Wimbledon, les médias ne l'apprécient pas pour autant. Pour la première fois de sa carrière, mais sûrement pas pour la dernière, on qualifie Pete Sampras d'ennuyeux. Lorsque j'avais 21 ou 22 ans, j'étais sensible à ce qui se disait dans les médias. Lorsque j'étais en Angleterre, j'avais beau être numéro 1 mondial, on m'a traité d'ennuyeux. Bon, bien sûr, ça m'a énormément blessé. J'essayais simplement de jouer. Et ça m'a valu des critiques. Ça semble très facile lorsqu'on le voit frapper un coup droit en courant ou retourner une volée ou réussir un smash puissant. Mais ceux qui s'y connaissent savent que c'est tout un tour de force. Les gens qui ne savent pas à quel point c'est difficile ne sont pas en mesure d'apprécier cet exploit. Pete ne comprend pas pourquoi sa façon remarquable de jouer au tennis ne suffit pas. Début 95, il a déjà derrière lui une victoire aux internationaux d'Australie, 2 à ceux des États-Unis et 2 à Wimbledon. À 23 ans, il est numéro 1 mondial et compte 5 tournois importants à son actif. C'est vraiment la marque d'un grand champion, pas seulement de jouer de façon géniale, ce qu'il a fait, mais aussi de réussir à vaincre l'adversité et à remporter de grands tournois. Cependant, à l'apogée de sa carrière, la réalité s'apprête à le frapper de plein fouet. Il a soudainement appris que son ami, entraîneur et mentor était atteint d'une maladie mortelle. À l'âge de 23 ans, Pete Sampras occupe la première place au classement mondial. Jusque-là, la vie de Pete était un charme. Tout s'était déroulé incroyablement bien. Il était célèbre, il empochait des millions et jouait merveilleusement au tennis. Mais Sampras aurait bien échangé sa gloire et sa fortune si cela avait pu sauver son meilleur ami, son entraîneur. En 1995, alors que Sampras est à Melbourne pour les internationaux d'Australie, Tim Gullikson s'effondre, victime une fois de plus de mystérieux malaise. Ça lui était arrivé à quelques reprises de s'évanouir. Personne n'arrivait à trouver ce qui n'allait pas avec Tim. Ils ont regardé du côté de son cœur en pensant qu'il s'agissait de palpitations cardiaques. Mais étrangement, ils n'ont jamais pensé à regarder du côté du cerveau. Cependant, lorsque les médecins examinent enfin son cerveau, le diagnostic est sombre. Le docteur m'a montré l'IRM et m'a dit que les nouvelles étaient mauvaises. Puis il a ajouté qu'à son avis, il s'agissait de tumeurs cérébrales. La maladie de Tim anéantit Sampras. C'était un ami. Je lui ai parlé pratiquement chaque jour pendant 4 ans. On voyageait ensemble 30 semaines par année. On était très liés. Selon moi, Pete a développé des ulcères à cause du stress de devoir jouer malgré la maladie de son meilleur ami. Tim était son entraîneur, mais aussi son meilleur ami. Lors des internationaux d'Australie, Sampras joue les premiers tours comme on le lui a appris, en ne laissant rien paraître de ses émotions sur le court. Mais lors du 5e set, l'opposant à Jim Courier, lorsqu'un partisan s'écrie « Remporte ce match pour ton entraîneur », Pete ne peut contenir ses émotions plus longtemps. J'ai complètement perdu le contrôle de mes émotions pendant une dizaine de minutes. Je refoulais tout ça en moi et j'ai craqué. Physiquement, ça m'a fait du bien de me libérer de cette douleur que je ressentais depuis quelques semaines. C'était un moment à la fois bizarre et émouvant. L'un de ces moments qu'on n'oublie jamais. Je me rappelle m'être demandé s'il allait être capable de terminer le match. En toute bonne foi, Jim s'est approché du filet et il a dit « Pete, si tu ne peux pas continuer le match maintenant, on peut le terminer demain. » Et il le pensait vraiment. Mais Pete a cru que Jim se moquait de lui et ça l'a contrarié. Il s'est mis à servir des as tout en pleurant. C'était assez surprenant. Malgré ses larmes, Pete réussit à jouer et à remporter le match.
Par la suite, lorsque les gens parlaient de cette partie, ils disaient « C'est bien de voir que Pete Sampras est humain ». Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a insulté. Évidemment que je suis humain. Au cours des mois suivants, alors que Tim lutte courageusement contre le cancer du cerveau, Pete se bat sur le court, remportant une fois de plus Wimbledon et le US Open. Selon moi, ça témoigne de la force de cet homme extraordinaire, capable de se concentrer, de se fixer un but et de l'atteindre grâce à une volonté de faire hors du commun. Sur le court, Pete joue de son mieux pour Tim. Mais en mai 1996, à l'âge de 44 ans, Tim décède. Il a lutté aussi longtemps qu'il a pu. Mais finalement, le cancer a envahi son organisme et il n'a pu le vaincre. Alors qu'il parle aux obsèques de Tim, en Illinois, Pete s'effondre en sanglots et ne peut continuer. Il doit tant à cet entraîneur extraverti et passionné qu'il l'a aidé à devenir numéro 1 mondial. Après sa mort, je me suis senti soulagé. C'était enfin terminé. Il ne souffrait plus. Personne ne conteste le fait que Pete Sampras soit le meilleur joueur de tennis des années 90. Il conserve le titre de joueur numéro 1 pendant 6 ans, du jamais vu. Malgré toutes les tentations liées au succès et malgré tous ces gens qui l'entouraient et le sollicitaient, il a réussi à faire le vide et à rester numéro 1. Dans ce milieu, les occasions de faire la fête ne manquent pas. Certaines personnes n'hésitent pas à en profiter alors que d'autres s'abstiennent. Pete a toujours été du genre à rester dans sa chambre d'hôtel. Si Sampras n'est pas la superstar la plus aimée, il est de loin le joueur le plus respecté. Sampras est devenu le joueur que Pete Fisher avait toujours rêvé qu'il soit. Mais comme Sampras s'apprête à le découvrir, son ancien entraîneur est bien différent de l'image qu'il projette. En Californie, pendant toutes ces années, Pete Fisher cachait un terrible secret. En 97, il plaide coupable à des accusations d'attentat à la pudeur sur certains de ses jeunes patients. La nouvelle frappe Sampras de plein fouet. Enfant, j'ai passé plusieurs années à ses côtés et je ne me doutais de rien. En l'espace de 2 ans, un des mentors de Sampras décède et l'autre, emprisonné, tombe en disgrâce. Fidèle à lui-même et avec l'aide de son nouvel entraîneur Paul Anacone, Sampras maintient le cap. Tout ce qui compte pour Pete, c'est le résultat. Il se fixe un objectif et il fait tout pour le réaliser. Puis, à la fin de la journée, il évalue la situation. Il voit s'il a atteint son objectif ou pas, puis il s'en fixe un autre. À la fin des années 90, un exploit historique est à portée de main de Sampras. Détenir le plus grand nombre de victoires en Grand Chelem. Wimbledon 1999, autre étape importante pour Sampras. Il remporte un 12e tournoi du Grand Chelem. Pete égale l'exploit réalisé par l'Australien Roy Emerson, plus de 30 ans auparavant. Il ne lui reste qu'à battre ce record pour s'assurer une place parmi les plus grands. À l'époque, si vous aviez demandé aux autorités du tennis s'il y avait une chance qu'un jour un joueur batte le record d'Emerson, ils vous auraient tous répondu non. Mais entrer dans l'histoire ne sera pas facile. En 1999, à la veille du US Open, Sampras se blesse au dos et il est contraint à l'abandon. Ça montre à quel point nous sommes tous vulnérables. En tant que joueur de tennis, on croit toujours être maître de la situation. Ça prouve qu'il suffit de quelques secondes pour que tout bascule. Pete croit avoir encore quelques bonnes années devant lui. Mais à 28 ans, le train-train quotidien, entraînement, tournoi, voyage, commence à laisser des traces. Il ne dormait pas, il ne mangeait pas aussi bien qu'il l'aurait souhaité. Le fait d'être toujours sur la route le rendait irritable. Il ne s'amusait plus. Malgré tout, Pete reste bien décidé à remporter un autre tournoi du Grand Chelem. Une victoire à Wimbledon en 2000. Autre motivation de taille, ses parents seront sur place pour le voir jouer pour la première fois depuis de nombreuses années. Chaque fois que je me rends en finale à Wimbledon, je les invite à venir assister au match. Mais ils préfèrent s'abstenir. Ce n'est pas vraiment leur genre.
Toutefois, en vieillissant, je tiens à ce qu'il soit près de moi. Les parents de Sampras soutiennent leur fils depuis le premier jour, mais le plus souvent à distance. Il voulait simplement le laisser vivre et poursuivre ses rêves. Il l'appelait toujours pour savoir comment ça s'était passé. Les Sampras n'aiment pas se faire filmer. Voir Pete jouer, que ce soit en personne ou à la télévision, les angoisse. Ils n'ont pas assisté à la finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis 8 ans, soit depuis le cuisant revers de Sampras du US Open de 92. Ce sont des gens très réservés. Nous nous ressemblons sur ce point. C'était évident qu'ils se fichaient complètement de toute cette attention médiatique. C'était une de leurs plus grandes qualités. Ils se fichaient complètement de toute cette attention dont ils faisaient l'objet. Mais en ce jour de juillet 2000, Sam et Georgia sont dans les gradins de Wimbledon afin de voir leur fils tourner une page d'histoire. Ému, Pete se précipite dans les gradins pour étreindre son père, puis sa mère. Le fait que ses parents étaient là et qu'il ait réussi à remporter ce tournoi et à battre le record comme il l'a fait, c'est extraordinaire. Je crois bien qu'il n'oubliera pas cet instant de sitôt. Pete accomplit l'inimaginable. Personne, pas même Connors, McEnroe ou Agassi, n'a remporté 13 tournois du Grand Chelem. En fait, au même âge, soit à 28 ans, le golfeur Tiger Woods ne comptait que 8 titres à son actif. Je me sens bien quand je gagne. Je m'attends à gagner et lorsque je n'y arrive pas, lorsque je perds un tournoi du Grand Chelem, je suis malheureux. Je crois que Pete était conscient de l'importance d'occuper une place dans l'univers du tennis. Peu importe le sport, les athlètes qui ressortent sont ceux qui se préoccupent de la place qu'ils occuperont dans l'histoire de leur sport. Pete vit des moments merveilleux et pas seulement sur le court. Quelques semaines avant Wimbledon, il demande à l'actrice Bridget Wilson de l'épouser. Pete l'a vu jouer dans un film et il a demandé à un ami de voir comment il pouvait entrer en contact avec elle. Et il l'a appelée. Il lui a fait la cour au téléphone pendant un certain temps. Puis ils sont sortis à quelques occasions et les choses ont évolué à partir de là. Sampras a eu des petites amies auparavant. Il a cohabité pendant quelques années avec Delana Mulcahy, une Sud-Africaine étudiant en droit. Mais lorsque celle-ci demande à Pete de l'épouser et qu'il refuse, elle le quitte. Pete fréquente ensuite l'actrice Kimberly Williams, mais cette relation passe aussi après le tennis. Pour rester numéro 1, il faut se concentrer uniquement sur le tennis. Il faut être un peu égocentrique, car on passe beaucoup de temps seul dans une chambre d'hôtel. Mais maintenant que la majeure partie de sa carrière se trouve derrière lui, Pete est prêt à s'engager. Il était vraiment épris de Bridget et il aimait beaucoup sa compagnie et converser avec elle. Il appréciait sa profondeur, son intensité. Tous les éléments étaient réunis pour qu'il ne puisse plus se passer d'elle. Et c'est ce qui est arrivé. En septembre 2000, moins d'1 an après leur première rencontre, Pete et Bridget se marient dans le jardin de sa résidence californienne. Pete a vécu une vie de moine pendant 10 ans. Lorsqu'on vit ainsi, un jour ou l'autre, on doit sortir prendre l'air. Je crois que Bridget est l'oxygène dont il avait besoin. Il a découvert un côté de la vie qui lui avait échappé jusque-là. La vie de Pete n'a jamais été aussi belle. Ses exploits professionnels n'ont jamais été aussi grands. Mais personne n'aurait pu prédire la suite. Au cours des 2 années suivantes, Pete ne remportera aucun tournoi. Depuis son mariage avec Bridget Wilson, la vie personnelle de Pete Sampras est au beau fixe. Mais plus les mois passent, plus les tournois se succèdent et plus c'est le calme plat côté professionnel. Ça a été très difficile pour lui. Il avait l'habitude de gagner. Il avait battu un record. Que pouvait-il faire de plus? Lorsqu'il atteint le sommet de sa carrière, tout ce qui le motivait encore, c'était de jouer dans les tournois d'envergure. Il avait donc beaucoup de difficultés à trouver la motivation nécessaire pour jouer à Indianapolis, par exemple. Alors que l'an 2000 fait place à l'année 2001, puis qu'arrive 2002, rien ne va plus pour Sampras. Celui qui a remporté le plus de victoires en Grand Chelem et qui a été joueur numéro 1 pendant 6 ans n'arrive plus à remporter un seul tournoi.
Pete était déchiré intérieurement. Une partie de lui disait « Tu peux encore y arriver même si tu ne joues plus aussi bien qu'avant », alors qu'une autre partie de lui disait « Après tout, peut-être que tu n'es plus capable ». Pour un compétiteur acharné comme Pete, perdre est insoutenable. Toutefois, les rumeurs à l'effet que son mariage nuit à sa carrière rendent la situation encore plus pénible. J'éprouvais des difficultés, je n'avais plus autant le cœur à jouer. J'avais l'impression d'avoir accompli de grandes choses et d'avoir fait de grands sacrifices. On l'a blâmé pour tout ça, et c'est ridicule. Sur le plan social, c'était une époque de sa vie à la fois merveilleuse et triste. Surtout lorsque les médias ont commencé à blâmer Bridget pour les déboires de Pete. Je n'avais jamais rien entendu d'aussi grotesque. Bridget n'avait rien à voir avec ce que Pete vivait sur le court. S'il ne se concentrait pas suffisamment sur le tennis, c'était son choix à lui. Personne ne contrôle Pete Sampras. Pete est prêt à tout pour retrouver son jeu d'antan. Il change d'entraîneur, mais rien n'y fait. La situation semble à ce point désespérée que certains de ses collègues lui suggèrent de tout abandonner afin de préserver son nom. Toutes les remarques négatives du genre « Quand vas-tu prendre ta retraite? Tu n'y arrives plus, tu n'as pas gagné depuis plus de 2 ans, ta femme a ruiné ta carrière ». Toutes ces remarques négatives lui ont donné la motivation nécessaire et l'élan qui lui manquait tant. Tous ceux qui ne croient plus en lui se trompent. Sampras n'a pas dit son dernier mot. Le US Open édition 2002. Après avoir disputé 33 tournois sans jamais l'emporter, Pete défait tous ses adversaires. Et le 8 septembre, il se retrouve en finale face à son éternel rival, André Agassi. Nous sommes très différents l'un de l'autre. Je dois être mon meilleur pour le battre. Je ne connais aucun joueur avec qui j'aime autant jouer, avec qui je dois autant me concentrer. Aucun joueur ne m'effraie autant que Pete. Il m'oblige à tout donner. Plus que toute autre rivalité, celle opposant Agassi à Sampras définit le tennis des années 90. Sampras est à son affaire, Agassi joue les stars. Soit vous preniez pour Sampras, soit vous preniez pour Agassi, mais vous ne pouviez pas apprécier les deux. Lors des tournois du Grand Chelem, Pete l'emporte presque toujours sur André, mais de justesse. J'ai affronté de grands joueurs au cours de ma carrière, mais André arrive à frapper des coups que je n'ai jamais vus auparavant. Certains de ses retours de service sont hallucinants. Lorsque j'affronte les autres joueurs, je sais à quoi m'en tenir. Je sais ce que je dois faire pour arriver à gagner. Mais contre Pete, je n'ai pas la même assurance. Ils ont été formidables pour le tennis, et l'un pour l'autre. Lorsque Sampras et Agassi se retrouvent pour la finale du US Open en 2002, l'histoire se répète. Le même tournoi, le même cours, la même rivalité amicale que lors et le même résultat. Pete a fait ce qu'aurait fait tout grand champion. Il a puisé en lui la force pour accomplir ce dernier exploit, alors que plus personne n'y croyait. C'était vraiment incroyable. On n'aurait pas pu écrire un meilleur scénario. Pete n'avait pas encore dit son dernier mot. Fidèle à lui-même, il l'a fait de façon remarquable. Il ne s'est pas contenté de se rendre en demi-finale et de se dire qu'il avait fait de son mieux et qu'il était temps de passer à autre chose. Il est allé jusqu'au bout et il a remporté ce tournoi. Consciente qu'une carrière exceptionnelle tire à sa fin, la foule appuie enfin Sampras. Cette victoire l'emporte sur tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Vivre des moments difficiles, essuyer certains revers et parvenir à s'en sortir, c'est vraiment génial. C'est l'une des beautés du sport. Il ne faut pas perdre espoir trop rapidement au sujet de nos héros. Car les plus grands finissent toujours par trouver une façon de couronner leur carrière de manière magistrale. Stimulé par sa 14e victoire en Grand Chelem, Pete commence à remettre en question l'idée de prendre sa retraite. Mais en 2003, lorsqu'il reprend l'entraînement en vue de sa prochaine participation à Wimbledon, la passion n'y est plus. Je ne voulais plus m'entraîner.
Je n'étais pas prêt à faire tout ce qu'il fallait faire. J'avais l'impression de me répéter. C'est à ce moment que j'ai compris. Quand est venu le temps de s'entraîner pour Wimbledon, il a dit « je ne peux pas le faire ». Alors je lui ai répondu « eh bien, ne le fais pas ». Alors que Pete se désiste de chaque tournoi, la rumeur devient réalité. Pete Sampras tire sa révérence. One of the greats in the history of the sport of tennis, Pete Sampras. Le 25 août 2003, à l'âge de 32 ans, Pete se présente sur le court central du US Open pour la dernière fois. I know in my heart it's time to say goodbye and look forward to this next chapter. À la fin de la cérémonie, il a pris son garçon dans ses bras et c'est le souvenir qu'on gardera de Pete. On se souviendra de lui marchant sur le court avec son enfant dans les bras. Cette image est un peu le symbole de la nouvelle vie qu'il entreprend. Pete Sampras est l'un des rares à tout quitter alors qu'il est encore au sommet. Je ne me retire pas parce que je suis marié ou parce que j'ai un enfant. Je me retire parce que je n'ai plus rien à me prouver. Voilà à quoi se résume la carrière de Sampras. Gagner pour soi et ne jamais prétendre être ce qu'on n'est pas. Selon moi, Pete a pris bien soin de protéger l'image du tennis, ainsi que sa place au sein de ce sport. Il tenait à ce que son nom soit associé au plus grand sport à ses yeux. Et il y est arrivé. Il tenait simplement à faire tout ce qu'il pouvait pour atteindre ses buts. Et à la fin de sa carrière, il désirait simplement qu'en voyant ce qu'il avait accompli, les gens soient impressionnés. Mais le plus remarquable, c'est que cet enfant maigrelet à qui l'on avait dit qu'il deviendrait peut-être le prochain Rod Laver se voit à la fin de sa carrière comparé à Rod Laver. Selon moi, il est le plus grand joueur de son époque. Rod serait génial aujourd'hui et Pete aurait été génial jadis. Avec tout le respect que je dois à Rod, si Pete était à son meilleur aujourd'hui, j'ai de la difficulté à imaginer que Rod pourrait le battre. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour moi. Tout au long de ma carrière, je n'ai jamais été à l'aise de parler de mon talent. Je ne plaisante pas. On peut dire que Rod Laver est le meilleur joueur de tous les temps, mais je suis beaucoup trop humble pour parler de moi ainsi. Aujourd'hui, le plus grand joueur de son époque profite de la vie loin des cours de tennis. Il joue au golf, passe beaucoup de temps avec sa femme et son fils, et pense bien peu au tennis. Je crois qu'il a été comblé par tout ce que le tennis lui a apporté. Mais je sais qu'il n'est pas encore prêt à replonger et à se retrouver au milieu de ce tourbillon. Pete Sampras a grandi en croyant qu'il pouvait devenir un grand champion, et il l'a prouvé. Il avait le talent nécessaire pour devenir l'un des meilleurs et la force de caractère pour y arriver. Il a vécu chaque jour de sa vie en respectant ce sport qui a fait de lui un homme riche. Et il a su gagner le respect de tous ceux qui ont eu la chance de le voir jouer. Que la foule vous soutienne, qu'on vous trouve intéressant ou ennuyeux, ça n'a pas d'importance. 5 ans après la fin de votre carrière, on ne parle plus de cela. Tout ce qu'on dit, c'est que Sampras est le plus grand joueur de tennis de tous les temps. J'ai résisté à l'épreuve du temps. C'est tout dire.